Il y a des personnes qui ont voulu vous éloigner de la mairie de Marseille. Évidemment, je serais peut-être maire de Marseille. Et je le dis encore une fois avec beaucoup d'humilité. Mais je pense que je suis beaucoup plus représentatif politiquement, au niveau de mon caractère, de mon tempérament, des convictions qui sont les miennes, donc du peuple marseillais, que ceux qui sont dans la course aujourd'hui ou en responsabilité. Donc, parce que je pense que je suis un vrai Méditerranéen, je suis un vrai Provençal, j'aime Marseille. Donc, et j'ai le tempérament des Marseillais. Et si j'avais eu à militer pour cette ville, j'aurais mis la question de la sécurité de la voie publique au même rang que la question de l'emploi, de l'économie, de la justice sociale. Ouais. J'aurais fait des quartiers nord, une forme de, je dirais, de hub pour les jeunes sur le digital, sur l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des jeunes brillantissimes qui peuvent s'en sortir, qui sont autodidactes, d'autres qui ont fait des études. Donc j'aurais fait du centre-ville un quartier d'affaires, j'aurais fait du Prado les plages de Miami, j'aurais fait de Marseille une ville culturelle méditerranéenne, de la relation Marseille-Alger une relation comme jamais il n'y a eu. Il y a tellement de choses à faire dans cette ville, elle est bouillonnante, elle est magnifique, elle est belle, mais je trouve, et je le dis, qu'on a une classe politique qui est médiocre. C'est mon côté franc. Je vous côté marseillais. Donc, c'est mon côté franc. Je veux dire, donc, cette ville, elle ne bouge pas comme elle devrait bouger. Je veux dire qu'aujourd'hui, elle a une pauvreté. Donc, elle n'a pas assez de sièges sociaux d'entreprises privées. Donc, elle n'a pas assez de dynamisme par son port. Le port de Marseille devrait être un poumon économique. Donc, justement, à ce sujet sur les relations franco-algériennes, et vous êtes un fervent acteur de cette relation entre les Français, je dis cofondateur du CMDA, des relations économiques, vraiment, hein, pas seulement pour faire du discours, mais économiques entre ces Français qui sont d'origine algérienne, qui se sentent à 100%, vous le disiez, français et algériens. Aujourd'hui, de quelle manière Alger, les Algériens, voient la France? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu un partenaire neutre? Il y a une indifférence vis-à-vis de la France maintenant. Ces derniers mois, la relation entre la France et l'Algérie, c'est une relation qui est faite de tension et de crispation. Effectivement, pour le moins. Je veux dire, donc il faut qu'on reconnaisse aussi que les Français, du côté de la classe politique, n'ont rien fait pour qu'il en soit autrement. Emmanuel Macron, il a contribué énormément. Emmanuel Macron a été dramatiquement absent de la relation France-Algérie, a délégué ça à un ministre de l'Intérieur obsessionnel, épris de nostalgie d'une domination perdue qui s'appelle Bruno Retailleau, qui a quand même fait partie des parlementaires qui ont voté en 2005 une loi pour les bienfaits de la colonisation. Donc il faut quand même se remémorer l'histoire. Retailleau, ministre de l'Intérieur, algérophobe, qui faisait de l'Algérie une obsession, était parlementaire en 2005 et était parmi les parlementaires qui étaient prêts à voter les bienfaits de la colonisation en Algérie. Une loi sur les bienfaits de la colonisation en Algérie. Mais je veux dire, je ne sais pas si on se rend compte de l'ignominie de la démarche. Oui. Je veux dire, les bienfaits de la colonisation. Alors que quand... une marche quasi révisionniste finalement, parce que ça demande à faire même, l'histoire... Mais les multiples présidents français qui se sont succédés depuis l'indépendance de l'Algérie ont pour beaucoup reconnu l'ignominie de la colonisation. Alors ils n'ont pas fait des reconnaissances globales et entières, mais c'était une reconnaissance par petits pas, qui disait quand même à un moment donné qu'on n'avait pas de fierté à regarder ce qu'on avait fait en Algérie. Je veux dire, en 1830, quand tu mets le pied sur Sidi Ferruche, tu as 3 millions d'Algériens. Donc en 1870, tu en as 2 millions. Où est passé le million d'Algériens manquants en 40 ans? Oui. Donc il y a un génocide. 1 million d'Algériens qui ont disparu. Ensuite, tu avais des Algériens qui étaient propriétaires de terres. Parce que même si c'était l'Empire ottoman, donc l'occupation de l'Empire ottoman n'avait rien à voir avec l'occupation française. Ils n'ont pas débarqué sur un désert. Et puis il y avait des deys, c'était une coopération. Ils prenaient une partie de la production algérienne. Ouais. Il y avait des taxes. Mais il y avait une culture algérienne qui était respectée. Il y avait, je dirais, une croyance religieuse qui était tolérée. Alors vous allez me dire, parce que les Ottomans étaient musulmans, certes, mais en réalité, les Algériens, même si ils étaient sous domination, ils étaient quand même encore en situation d'exister chez eux. Quand les Français sont arrivés, ça a été une horreur.
Je veux dire, plus de scolarité, traité d'indigène. Quand on a le décret Crémieux en 1870 qui permettait aux Juifs de devenir français et à qui on a accordé la citoyenneté française, parce qu'au départ, les Juifs vivaient avec les musulmans et étaient aussi des indigènes quand les Français sont arrivés. Et quand on parle de la civilisation judéo-chrétienne, quand les Français sont arrivés... Vous êtes plus pour une civilisation judéo-musulmane, mais la réalité, c'est qu'il y a plus de liens judéo-musulmans que judéo-chrétiens. Je me permets une parenthèse, conseil de lecture, on en fait souvent à la fin de l'émission. Bernard Lewis, les Juifs sous les musulmans, ou j'ai oublié le titre, mais qui parle justement de ces périodes où, sous les différentes entités musulmanes qui se sont succédées, les Juifs ont été des hommes politiques, ont été des scientifiques, ont été... Voilà, pendant qu'au Moyen-Âge, il y avait la persécution des Juifs massifs. Voilà, mais c'était une petite parenthèse. Rappel utile, parenthèse très utile. Vous avez raison. Voilà, c'est ça aussi l'utilité d'un podcast, c'est de donner aussi des références de lecture. Je vous laisse réfléchir un petit peu pour tout à l'heure, pour la fin. D'ailleurs, on approche de la fin. Quand vous aurez une idée pour un conseil de lecture, n'hésitez pas, vous le dites à la fin. On fera une petite séquence. Oui, donc effectivement, la France a un passé colonial dont nous n'avons pas à être fiers. Je dis nous n'avons pas à être fiers, je suis français d'origine algérienne. Je pourrais dire dont la France n'a pas à être fière. Je m'approprie la citoyenneté française. Parce que je considère que quand on appartient à une nation, on doit la regarder en face avec ses ombres et ses lumières. Et que nous avons des pages lumineuses dans l'histoire de France, la Renaissance, la Révolution française, de grands écrivains, l'art français, la culture française, donc en l'occurrence. Mais on a des pages sombres, dramatiques, qu'il faut regarder en face, qu'il faut reconnaître. Et la colonisation en Algérie est une page qui est honteuse. Alors je ne dis pas qu'il faut faire preuve de repentance, je dis qu'il faut faire preuve de reconnaissance. Ce n'est pas la même chose. Mais reconnaître totalement, je dirais, et globalement, donc la période coloniale. Et si les Algériens ne s'étaient pas battus, s'ils n'avaient pas obtenu leur indépendance par la guerre, ce système aurait perduré. L'Algérie a tourné la page de cette partie-là ? Non. Parce que l'Algérie, aujourd'hui, elle attend de l'ancien colonisateur une reconnaissance. Vous savez, le président Tebboune, il a dit souvent, moi, je ne demande pas à la France de faire état de repentance. Nous voulons, nous, Algériens, le président Tebboune dit, lorsqu'il parle au nom de la nation algérienne, donc une reconnaissance pleine et entière de la période coloniale. Une reconnaissance pleine et entière de toutes les séquences de ces 132 ans de colonisation. Pour vous, l'Algérie a plus besoin de la France ou c'est l'inverse ? Pour moi, l'Algérie peut se passer de la France et la France peut se passer de l'Algérie. Je veux dire, il n'y a pas d'exclusivité dans la réciprocité. Donc, en réalité, je pense que les Français ont pensé à un moment donné que les Algériens étaient dépendants de la France. Il y avait une condescendance. Et la séquence qui vient de passer démontre que l'Algérie, elle n'est dépendante de personne. L'Algérie travaille avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, avec les États-Unis, avec les pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, les relations économiques entre l'Italie et l'Algérie sont beaucoup plus importantes et je dirais financièrement, commercialement, que les relations entre la France et l'Algérie. Mais c'est dramatique de faire ce constat-là. Parce qu'avec la diaspora franco-algérienne, on est à peu près 5 millions de Français ou d'étrangers ayant un lien avec l'Algérie. 5 millions. Vous vous rendez compte, je veux dire ? Donc on est 67 millions d'habitants, on est 5 millions. Ça devrait être une force. On pourrait se servir de cette diaspora pour créer un pont entre la France et l'Algérie. Un pont de relations apaisantes, basé sur le respect, d'une relation d'égal à égal. Je veux dire, nous devons être, nous, les ambassadeurs de cette relation, je dirais, positive. Or, est-ce qu'on a fait avec nous ? Est-ce qu'on nous a, je dirais, mis dans la boucle d'une relation pour dire, voilà, vous êtes nés en France, vous êtes des citoyens français à part entière, vous êtes d'origine algérienne. Et vous êtes fiers de vos racines et fiers de vos origines algériennes. Je pose les questions, là, je peux pas me permettre. Vous devez jouer un rôle. Mais jamais personne. Jamais personne. Soit on nous a dit, si tu es français, il faut que tu oublies tes origines. Soit on nous a dit, tu revendiques tes origines, c'est que tu n'es pas français. C'est schizophrène. Bien sûr. C'est schizophrène. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la relation entre la France et l'Algérie, de mon point de vue, donc, elle retrouvera, je dirais, une forme de normalité. Elle retrouvera une forme d'apaisement. De fait. Mais
il faut effectivement qu'il y ait une classe politique française. Je dis française parce que je pense que les tensions sont venues d'abord de la France. Je veux dire, quand vous parlez des OQTF algériens, toute la journée, sans évoquer la présence positive d'Algériens en France, sans évoquer les relations positives qui peuvent exister entre la France et l'Algérie. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous voulez enfermer l'Algérie dans une posture qui est celle d'un pays qui coûte à la France. Quand vous parlez de l'aide médicale d'État, de l'AME, qui concerne les Algériens, que vous mentez, que vous sortez des chiffres erronés, honteusement erronés, en disant que l'Algérie doit des centaines de millions, c'est faux. L'Algérie, elle ne doit pas 1 centime d'euro. Elle a un litige sur 2,5 millions d'euros. Et elle demande à l'Algérie à ce que la France et l'Algérie se mettent autour de la table pour lever ce litige. 2,5 millions d'euros. Tout le reste de la facture a été payé à la France. Donc, quand vous entendez l'aide au développement, la France accorde une aide au développement, Sarah Knafo, la menteuse. Donc, alors là, vous parlez d'une escroc intellectuelle. Madame Knafo, si vous voulez, vous êtes bienvenue. Moi, quand elle arrive et qu'elle nous dit qu'elle vient de la Cour des comptes, qu'elle nous sort des chiffres ici ou là, qu'elle fait l'intelligente, ces chiffres sont faux. C'est là où je vous dis que cette droite extrême, cette extrême droite, elle est dans une posture de mensonge et d'escroquerie intellectuelle. Non, l'Algérie, c'est les gens qui sont en charge, les Français de l'aide au développement, qui disent il n'y a pas d'aide au développement française à l'égard de l'Algérie. Il n'y en a pas. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous finançons nos universités qui accueillent des étudiants algériens. Nous finançons l'Institut culturel français en Algérie. Nous finançons des initiatives que nous portons pour la francophonie. Mais il n'y a pas d'aide au développement de la France à l'Algérie. Elle parle comme si l'Algérie était un pays qui avait besoin d'aide au développement. Mais la France est plus endettée que l'Algérie proportionnellement à son budget. Je veux dire que l'Algérie n'a pas besoin d'argent du FMI. L'Algérie a prêté de l'argent au FMI à un moment donné. Donc, elle n'a pas besoin d'argent du FMI. Alors que la France, elle voit sa note dégradée sur le plan budgétaire. Soyons sérieux. Ne rentrons pas dans une compétition France-Algérie pour expliquer qu'il y a un pays qui est dépendant de l'autre. La France n'est pas dépendante de l'Algérie. L'Algérie n'est pas dépendante de la France. Vous pourriez débattre avec Rachel Knafo sur ces sujets-là. Et je dis, avec qui vous voulez, moi. On l'accueillera ici avec plaisir. L'invitation est passée. D'autant qu'il y a un point qui est très intéressant, c'est que même d'un point de vue culturel, l'Algérie, c'est beaucoup, beaucoup plus ouverte. Et je pensais à la rencontre du président algérien avec le pape, qui est un pas en avant énorme en termes culturels, religieux, quand en France, on se pose la question de l'islam comme un danger. Et c'est là le paradoxe. Et l'archevêque Jean-Paul Vesco, on en parle. Effectivement, Notre-Dame d'Afrique, l'architrône... Jean-Paul Vesco, archevêque, représentant les catholiques en Algérie, donc, qui est devenu algérien. Oui. À qui le président Tebboune a octroyé le passeport vert, le passeport algérien. Donc Jean-Louis Vesco, qui a sorti du conclave à Rome, quand on lui a posé la question, on lui a dit on a pensé à vous pour être pape. Donc vous, l'archevêque français. Il a répondu je suis archevêque algérien. Non mais attendez, vous vous rendez compte, le pied de nez à Rotaillot, le pied de nez à Knafo, le pied de nez à Zemmour, le pied de nez à cette droite extrême, à cette extrême droite, je dirais, qui souffle sur les braises, qui veut jouer de la division permanente, de la haine, de la rancœur, de la nostalgie. L'archevêque, quand il voit le président Tebboune, il se prenne dans les bras. Et après, on va nous expliquer que les chrétiens n'ont pas de place en Algérie. Il y a peut-être une convergence sur les racines catholiques françaises et les racines musulmanes en Algérie, des convergences de valeurs, un chemin commun aussi à emprunter. Mais ça peut être fait la fraternité, je dirais, chrétienne et musulmane, donc, elle a très souvent fonctionné dans l'histoire. Donc, il y a souvent eu des liens très forts. Je parlais des Palestiniens. Donc tout à l'heure, en Palestine, vous avez des églises, vous avez des mosquées. Je dirais, moi, je vois au Liban, je vois des Libanais musulmans, des Libanais chrétiens. Les Libanais musulmans, les Libanais chrétiens, pour beaucoup d'entre eux, donc, sont en horreur de la politique menée par Israël. Donc, et ce sont des Libanais chrétiens. Se sentent-ils plus proches d'Israël que ne s'en sentiraient les Libanais musulmans? La réponse est non. Pensez qu'ils ont bien pris le bombardement de leur pays de manière, je dirais, délibérée, bafouant le droit international. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'on veut
élever les gens et les monter les uns contre les autres. Donc la réalité est plus complexe que cela. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de frange intégriste, extrémiste, de groupes terroristes qui dévoient l'islam et qui prétendent s'appuyer sur l'islam pour commettre des horreurs. Évidemment, mais ce ne sont pas des musulmans pour moi. Comme pour moi, les juifs ou les chrétiens qui commettent l'irréparable, des crimes, ne sont pas des croyants. Qui a tué des enfants. Toutes les enfants, religions du livre, si tu tues un homme, tu tues l'humanité. Le droit à se défendre est une chose, donc l'agression en est une autre. Donc que tu te défendes lorsqu'on t'agresse, à un moment donné, c'est presque un droit essentiel, donc, parce que il en va de ta disparition. Donc, mais agresser délibérément, tuer délibérément, donc des innocents, des civils, ça n'a rien à voir avec la foi, ça. On ne peut pas nous raconter d'histoire. Monsieur Karim Zeribi, ça fait un petit moment qu'on est tous les deux et le temps passe trop vite quand on a des sujets aussi intéressants à aborder. J'aime à finir ces entretiens avec des petits conseils de lecture parce que je pense que la lecture, c'est quand même la base, voilà, pour essayer d'élever le débat. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a interpellé pendant votre parcours ou une lecture, un texte que vous souhaiteriez conseiller à nos chers abonnés qui sont là et qui nous regardent ? Je suis très embêté quand on me pose cette question parce que je vais vous décevoir. Moi, je suis un autodidacte. Moi, je ne suis pas allé passer le bac. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais stagiaire pro, donc je voulais épouser une carrière de footballeur professionnel. J'ai effectué ce métier jusqu'à l'âge de 22 ans. C'est une blessure qui m'a écarté de la carrière de footballeur. Et ensuite, lorsque je suis revenu dans la vie civile, parce qu'on est un peu, je dirais, à l'abri du monde quand on est footballeur, on est choyé, encadré, entouré. Donc, et quand j'ai dû, à un moment donné, retrouver ma place dans la société civile, dans la vie civile, donc, j'ai toujours été épris de curiosité. Je suis issu d'une famille, et je le dis sans forfanterie, pour lequel l'instruction, la culture est importante. Mon grand-père, qui vient d'Algérie, savait lire et écrire, il avait une plume remarquable, j'étais gamin, je le voyais lire Le Monde et le Canard enchaîné, ça existait à l'époque. De mon grand-père, je le voyais lire Le Monde et le Canard enchaîné. Mon grand-père était un intellectuel, c'était un leader syndical, toujours au front. Donc je suis, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, immensément fier d'avoir un grand-père comme le mien. Donc, parce qu'il était très épris d'actualité, toujours dans l'analyse et autres. Donc, et mon père a suivi les pas de son père, puisque mon père est quelqu'un qui est allé passer le bac, alors que pareil, sa génération, mon père a 80 ans. Donc, et c'est quelqu'un de lettré aussi, qui a fini cadre dans son entreprise. Donc moi, je n'ai aucun mérite à être ouvert, curieux, parce que je suis né dans une famille comme ça. Je veux dire, donc, et ma manière de me cultiver est une manière très, très atypique. Moi, j'ouvre un livre, je ne le finis pas. Donc, et parfois, je le prends au milieu, donc je vais le lire jusqu'à la fin, je vais en ouvrir un autre dans le même moment, parce que c'est énormément mon humeur qui me guide. Vous savez, il y a des moments où j'ai envie de me plonger dans un livre d'histoire. Je vais prendre un livre qui va reprendre des éléments historiques qui m'intéressent, une séquence de l'histoire. Après, je vais prendre un livre de sociologie. Après, je vais prendre un livre plutôt de dimension politique. Après, je vais prendre une biographie. Donc, et je vais entremêler tout ça. Et c'est tout ça qui va faire, j'allais dire, un peu ce que je suis, ma culture générale. Donc, vous dire, ce livre-là, je l'ai adoré. Ou un personnage, un homme, une parcours. Alors après, effectivement, moi, il y a des hommes qui m'ont interpellé dans mon histoire, qui m'ont construit, dans mon histoire personnelle, dans mon histoire de militant, dans mon histoire de citoyen. Vous prenez des gens comme Malcolm X, Martin Luther King, Che Guevara, le général de Gaulle, même Napoléon. Je veux dire, je dis pas que j'épouse tout ce qu'ils étaient. Je dis que ces gens-là qui sont un peu hors normes, donc m'ont interpellé par la manière dont ils se sont comportés dans des séquences de l'histoire où ils ont été différents. Leur indépendantisme, quelque part. Et ça, vous le... Leur liberté, leur force de caractère. Donc, je veux dire, donc moi, je peux respecter quelqu'un avec lequel je ne suis pas d'accord.
Parce qu'il va avoir une autorité, un charisme, une dimension de culture générale que je vais être en capacité de respecter, même si je ne serais pas d'accord avec cette personnalité-là. Donc, moi, je me suis construit comme un autodidacte atypique, un militant qui a gravi les échelons, qui était conseiller municipal, qui est devenu député européen, qui était agent d'exécution dans l'entreprise à laquelle il est rentré, la SNCF, qui a fini 4 dirigeants, PDG d'entreprise, de filiales. Donc j'ai ce parcours-là. Et je trouve que la société française, pardonnez-moi, elle ne fait pas assez de place à des gens comme moi. Elle ne valorise pas assez ces parcours. Mais on ne fait pas assez de place. Il faudrait que nous ayons un peu de folie anglo-saxonne. Donc, pour sortir, j'allais dire, du schéma traditionnel français basé sur la dictature du diplôme. Tu as fait quel master et quelle école et quelle université? Qui a échoué, parce que quand on voit les leaders, l'élite qui a été constituée par l'ENA, par exemple, c'est un échec. Je ne sais pas si on peut dire que ça a échoué. Parce que là aussi, ce sont nos dirigeants politiques d'aujourd'hui. Ouais, mais est-ce que c'est pas manquer de nuances et de discernement? Il y a des énarques exceptionnels. Catégorique, mais oui, vous avez des énarques, mais qui malheureusement ne sont pas à la tête du pays aujourd'hui. En fait, je dirais qu'il y a des énarques exceptionnels, mais l'ENA ne fait pas que des gens exceptionnels. Mais il y a des énarques exceptionnels. Il y a des autodidactes remarquables. Mais être un autodidacte ne fait pas de vous un homme remarquable. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on apprenne à nuancer nos propos. Voilà. Et on n'est pas dans la société de la nuance. On est dans la société de la radicalité. Si ce que vous dites, je dirais, est tranchant, même si c'est énorme, donc, ou quelque chose de, je dirais, pas de grotesque, mais de choquant, on va retenir ce que vous allez dire. Si vous dites de quelque chose intelligent, de mesuré, de sensé, de cultivé, peut-être qu'on va passer à côté de vous. On est dans une drôle de société. Nos spectateurs passeront pas à côté de votre discours. On vit dans une drôle de société. On vit dans une drôle de société. Et c'est pour ça qu'on a ce genre de médias, pour essayer d'avoir ce propos nuancé et aller au fond des choses dans le long format. Un mot pour finir, pour le podcast. Écoutez, je vous remercie de votre invitation. Donc, ce débat était très intéressant et j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus dans la sphère politico-médiatique française. Donc, merci à vous, longue vie à votre média. Merci infiniment, Monsieur Zeribi. Merci à la production Bobo Prod, à Manu qui était à la réalisation. Merci à vous tous, merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.